D'un côté, Fallout, un univers post-apocalyptique d'une richesse incroyable avec un lore très bien développé sur de nombreux jeux qui ont traversé les décennies. De l'autre côté, les adaptations de jeux vidéo tant décriées par tant de monde depuis des décennies, mais qui ces dernières années ont été traitées de plus en plus avec sérieux et qualité. Et ce 11 avril 2024, débarque l'adaptation en série sur Amazon Prime de Fallout. 2023 fut l'année de The Last of Us, qui cartonna auprès du public et des critiques sur HBO et sur Amazon Prime, malgré une évidente médiocrité sous de nombreux aspects dont je reviendrai prochainement en vidéo. Du coup, Fallout allait-elle se contenter d'être un simple copier-coller aseptisé de cette saga formidable, ou bien sublimer les jeux au point de les rendre accessibles à tous? Bienvenue sur ma chaîne Ciné Série Galaxy, la chaîne sur le YouTube français spécialisée dans les adaptations de jeux vidéo, surtout les adaptations de jeux vidéo, toutes les adaptations de jeux vidéo, et si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous conseille de le faire, puisque dans les prochains jours, semaines et mois, il va y avoir de nombreuses adaptations de jeux vidéo sur la chaîne, certaines qui sont déjà sorties et d'autres qui vont sortir. Alors, avant toute chose, cette vidéo est 100% spoilers. Ça me semble assez difficile de vous décrire la richesse du scénario de la série, les rebondissements, sans aborder les derniers épisodes, puisque oui, il y a pas mal de rebondissements dans les 2 derniers épisodes. Donc forcément, je vais en parler. Et ce serait difficile de le faire sans spoilers, et j'ai pas envie de faire une partie avec et sans, donc toute la vidéo est 100% spoilers. Et je vous précise aussi que je ne vais pas rentrer dans le détail de la présentation de la saga des jeux, déjà parce que j'ai pas le temps, et surtout, je vous renvoie à 2 chaînes YouTube, Quendigoldo et Multiverse au pluriel, d'excellentes chaînes qui ont publié des vidéos de lore sur l'univers Fallout, un résumé de tous les jeux avec visuel des jeux à l'appui, et je vous mettrai les liens de ces chaînes dans la description. Personnellement, je connais la licence Fallout depuis de très nombreuses années, j'en possède de nombreux dans ma collection, je peux vous dire que lorsque je vous présenterai ma gaming room et que j'ouvrirai ma chaîne Twitch, on se fera l'intégralité de la saga ensemble, et à ce moment-là, une fois qu'on aura fait les jeux, on pourra reparler de la série avec tous ses easter eggs, les différences, les points communs avec les jeux, et sûrement que à ce moment-là, on aura déjà eu la saison 2, puisque oui, la série est d'ores et déjà renouvelée pour une saison 2, qui est en cours d'écriture et bientôt en tournage, si ce n'est déjà le cas. Concernant la plupart des jeux, les joueurs ont découvert cette saga avec son premier opus en 3D, Fallout 3 sur PS3, Xbox 360 et PC, mais Fallout 1 et 2 restent mes préférés, en vue 2D isométrique façon Age of Empires ou Diablo, avec une ambiance, un humour noir que l'on retrouve très peu dans d'autres jeux, et surtout un aspect glauque que l'on ne retrouve plus vraiment après. C'est le charme des jeux que l'on avait sur PC dans les années 90, début des années 2000, un charme intemporel. Du temps où il y avait encore les jeux sur les CD et pas des clés Steam en dématérialisé. Mais c'est un autre débat. Malgré tout, ce sont quand même les opus 3D qui ont su séduire un large public, bien que, il faut le dire, cette franchise reste quand même pour un public de niche, certes large, mais pas aussi large que des franchises comme les Final Fantasy, Resident Evil, God of War, voire même Metal Gear Solid qui ont des publics plus larges. Certes, Fallout a gagné beaucoup en public sur PS4 avec Fallout 4, ça reste quand même un public de niche et c'est pas forcément pour les très jeunes joueurs. Et c'est donc le frangin du génie, pour moi, oscarisé Christopher Nolan, donc son frangin, à savoir Jonathan Nolan, tout aussi génial que son frère, qui s'attaque à cette adaptation, à l'adaptation de cette franchise. Jonathan Nolan, qui après avoir coécrit le scénario de la trilogie Dark Knight, alors je sais plus, je crois que c'est pas les 3 films, mais 1 ou 2 sur la trilogie, après avoir adapté Monde Ouest en série, donc la série Westworld, et après avoir vu, malheureusement, son autre excellente série dont j'ai parlé sur la chaîne Périphérique, les mondes de Flynn, être annulée à l'issue de la saison 1, eh bien, aujourd'hui, se régale d'adapter une de ses franchises préférées. Et comme il le dit en interview sur Allociné, je vous conseille d'aller voir l'article, Fallout 3 a été une énorme claque sur laquelle il a passé plus d'1 an de sa vie, un jeu qui a dévoré son temps, qui l'a obsédé, qui l'a profondément marqué, fasciné. Et donc, on a affaire à un fan absolu qui adapte ce jeu avec des moyens financiers conséquents. Et ça se voit à l'écran. La première chose, le préalable, et je vous l'ai toujours dit sur la chaîne, si vous réécoutez mes vidéos précédentes, la première des choses
à faire pour une bonne adaptation de jeu vidéo, et dans ce cas-là, Fallout, une adaptation grandiose, c'est ce que dit Jonathan Nolan lui-même, que je ne cesse de vous dire. Avant de faire plaisir aux gamers, il faut se faire plaisir à soi-même. Quand on adapte un jeu vidéo, on le fait pour soi avant de le faire pour les autres. Si vous n'êtes pas satisfait de ce que vous faites, si ça ne vous plaît pas, si en tant que gamer vous n'appréciez pas l'adaptation que vous faites, les autres ne l'apprécieront pas du tout. Et on voit qu'il s'est fait plaisir, ça se ressent, ça se retransmet à chaque instant, à chaque épisode à l'écran. Mais de quoi parle Fallout? On y arrive. Le 23 octobre 2077 a eu lieu l'apocalypse nucléaire façon jugement dernier de Terminator 2, mais cette fois-ci pas par des intelligences artificielles, par les différentes puissances mondiales, au bout d'un conflit de ressources, épuisé par un conflit sur les ressources fossiles notamment. Une puissante entreprise américaine, Voltec, ayant participé à cela, a construit des abris antinucléaires aux quatre coins des États-Unis. L'apocalypse nucléaire est arrivée, a rayé la quasi-totalité des humains de la surface de la Terre, et 200 ans après, en 2077, certains habitants de ces abris ressortent à la surface pour redécouvrir ce monde qu'ils n'ont jamais connu, puisque eux, ils sont nés dans les abris. Mais pendant ce temps, après les retombées et la dissipation de la radioactivité, le monde a repris vie, des sociétés se sont reformées, laissant place à une violence et une nouvelle guerre de pouvoir, parce que, comme le dit le credo des jeux, la guerre ne meurt jamais. Dans Fallout 3, le héros cherche son père à la surface, donc le héros c'est vous, cherche son père à la surface, et bien c'est le même postulat de base, de départ, sur cette série. Et ici, on est sur une véritable adaptation, non pas sur un copier-coller insipide, comme a pu l'être The Last of Us, mais bien une nouvelle histoire qui pourrait être considérée comme un Fallout 5, bien que ce soit pas le scénario du futur Fallout 5 qui est en préparation, mais un scénario inédit qui a été fait avec la consultation, les conseils et l'approbation du créateur de Fallout 3 et 4. Avant de rentrer dans les rebondissements du scénario, parlons de la réalisation, de l'interprétation de la bande originale, toutes les trois irréprochables. La magnifique et excellente Ella Purnell porte la série sur ses épaules, elle que l'on a pu voir au casting de Miss Peregrine et les enfants particuliers de Tim Burton, Army of the Dead de Zack Snyder, ou encore elle qui double Jinx dans la série Arcane, dont on parlera dans quelques temps sur la chaîne, et qui incarne ici Lucy McLean avec une fraîcheur, une innocence, une naïveté, et en même temps un côté ultra badass qui sont réjouissants. La bienveillance, la gentillesse du personnage se retranscrit à chaque instant. L'actrice est pétillante, on la sent très enthousiaste de jouer ce personnage, totalement investie émotionnellement, physiquement. Pour moi, une future actrice oscarisable, à n'en pas douter dans les années à venir. Et tout au long de ces 8 épisodes, on va la voir passer de la naïveté, d'avoir été élevée, d'être née dans un abri, d'avoir appris le monde en théorie, à la pratique, où elle va sortir de l'abri, elle va se confronter aux dangers du monde réel, tout en essayant de garder ses bonnes manières, ses principes. Et à aucun moment, elle ne va céder à ce monde impitoyable, ni devenir comme lui. Elle est une ancre dans un monde devenu une jungle morale sans foi ni loi. Aaron Moten, nouveau venu, un nouvel acteur que l'on ne connaît pas trop, si ce n'est dans des petits rôles dans des films ou des séries, joue ici le rôle de Maximus qui va se faire passer pour Titus, un chevalier de la confrérie d'Acier. Et une fois passée la ressemblance frappante avec Denzel Washington, j'avoue que il ressemble plus à Denzel Washington que le fils de Denzel Washington lui-même. Donc une fois passée la ressemblance frappante, c'est un personnage là aussi naïf, hésitant entre faire ce qui est juste ou satisfaire son désir de reconnaissance, d'acceptation et de pouvoir. Là aussi un personnage très attachant, très bien interprété, un peu en deçà d'Ella Purnell, mais ayant une importance cruciale dans le jeu et dans sa future suite qui adaptera probablement Fallout New Vegas, mais j'y reviendrai. La rencontre des deux, donc Lucy et Maximus, touchante, deux êtres innocents et naïfs qui veulent faire le bien dans ce monde cruel, qui vont petit à petit développer des sentiments l'un pour l'autre, tout en ayant du mal à les exprimer, puisqu'ils ne connaissent pas grand-chose à la sexualité. Ce sont des enfants dans ce domaine-là, ils sont encore pas forcément innocents, mais ils prennent pas la mesure de l'importance. Et tant mieux parce qu'on a une série qui ne cède ni à la vulgarité, ni à l'obscénité, ni à la nudité gratuite, encore moins à la perversion, et surtout pas à cette sacro-sainte inclusivité qui
pollue les œuvres d'aujourd'hui. Oui, j'enfonce le clou et je fais un petit coucou à la The Last of Us. Pour compléter ce trio, et c'est peut-être le personnage le plus important de la série, l'immense Walton Goggins, inoubliable Shane dans The Shield, inoubliable Boyd Crowder dans Justified, ou encore Chris Mannix dans Les 8 salopards de Tarantino, qui était tout aussi génial dans Django Unchained, ou encore Venus Van Damme dans Sons of Anarchy, ma série préférée de tous les temps. Bref, un acteur d'une rare qualité d'interprétation, un charisme de chaque instant, une filmographie en béton armé, qui prête ici ses traits à la Ghoul, une espèce dans l'univers de Fallout, anciennement des humains irradiés qui ont survécu à ces radiations avec des effets sur leur physique. Certes, ils sont dégradés, mais en contrepartie, ils ont une longévité extraordinaire. Et c'est ce personnage, la porte d'entrée dans la série, lui que l'on voit de la première à la dernière minute et dont le background va être mieux développé, dont son background va être le plus développé, puisqu'on va apprendre qu'il est Cooper Howard, un ancien acteur de western hollywoodienne des années 50, dans les années 50 de la chasse aux cocos, aux communistes, dont sa femme va être une des principales têtes pensantes et décideuses de Voltec, cette société qui crée des abris anti-atomiques. Lui qui ne va pas avoir cette chance d'être dans un abri, et qui va vivre 200 ans à la surface, dont on va voir petit à petit son comportement changer, de quelqu'un qui est manipulé par l'idéologie capitaliste anticommuniste, mais qui reste bienveillant, à quelqu'un qui va s'apercevoir que le monde n'est que dans des nuances de gris et qu'il y a des mensonges cachés et qui finira lui aussi par perdre ses illusions et une partie de sa bonté, mais jamais totalement. C'est vraiment pas le méchant, bien que de temps en temps il soit impitoyable. C'est peut-être le personnage le plus fascinant puisque il charrie avec lui 200 ans d'histoire de ce monde post-apocalyptique. Il est la véritable mémoire de l'ancien temps et que des nombreuses générations n'ont pas connu étant nées après. Et il fallait donc Walton Goggins pour apporter ce charisme à ce chasseur de primes, ancien acteur cow-boy, qui dans le présent est impitoyable, mais dans ses flashbacks du passé, très attachant dans sa relation avec sa femme, sa fille et son chien, et qui nous montre deux facettes de sa personnalité, on pourrait dire deux personnalités assez différentes au fur et à mesure des épisodes, ce qui est pour moi le plus passionnant de toute la série. Le reste du casting, composé de têtes connues comme Michael Emerson, donc Benjamin Linus dans Lost, qui fait une courte apparition. Voilà, petite déception, je pensais qu'il serait un peu plus important. Une courte apparition au début de la série. On a Kyle MacLachlan, j'ai pas besoin de le représenter, qui joue le père de Lucy et qui est la raison pour laquelle elle va remonter à la surface pour le chercher et le trouver dans le dernier épisode avec des révélations explosives dont je vous parlerai dans quelques instants. On a Sarita Choudhury qu'on a vu plusieurs années dans la série Homeland, ainsi que de nombreuses têtes connues comme Michael Rapaport, Dale Dickey, qu'on a vu aussi dans Sons of Anarchy, ou encore même Eric Estrada de la série Chips. Donc, une interprétation exceptionnelle de la part de chaque comédien à l'écran qui oscille, l'impitoyable, la bonté, la naïveté, le cynisme, mais qui sont, au final, très attachants de par leur humour. Concernant la musique, c'est Ramin Djawadi, ai-je besoin de le représenter? Non, je ne crois pas. Après avoir excellé dans l'univers Game of Thrones et Westworld, il compose à nouveau une bande originale excellente, que l'on peut prendre le temps d'écouter, mais surtout ponctuée de chansons ambiance années 50, puisque oui, la particularité de l'univers Fallout, c'est d'être dans cette ambiance rétro-futuriste des années 50, où le progrès technologique se serait arrêté. Concernant donc la réalisation, on est là aussi sur l'ordre de l'excellent. Maîtrisé du début à la fin, tant dans son visuel que dans son rythme, que dans l'équilibre entre séquences du présent, flashbacks du passé, avec une tension et des révélations qui viennent crescendo, bien qu'il y ait quelques petits passages qui auraient pu être dégraissés, je pense notamment à l'Abri 4, j'y reviens dans quelques instants. Venons-en au principal, le scénario et ses rebondissements, ses révélations. 3 arcs scénaristiques qui se rejoignent, se séparent et se rejoignent à nouveau. Lucy, à la recherche de son père qui a été enlevé par Moldavir, chef de la résistance dont on va apprendre qu'elle veut tout simplement un moyen de redonner l'énergie aux habitants de la surface grâce à la fusion à froid, donc quelqu'un de bon. Hank, le père de Lucy, dont on va s'apercevoir qu'il était là il y a 200 ans lorsque Voltec eux-mêmes ont décidé d'envoyer des bombes nucléaires pour anéantir tous les gens de la surface de la planète et ainsi à la fois faire grimper
financièrement la société, comme dernier espoir, dernier refuge de l'humanité, mais aussi comme remodeler une nouvelle société selon leur bon vouloir. Les mecs se prennent pour Dieu. Cela sera imaginé et théorisé, et c'est les révélations du dernier épisode, et mise en application par Barb, la femme de Cooper Howard, dont on pensait qu'elle était plutôt innocente et dont c'est elle qui décide de bombarder l'humanité à coups de bombe nucléaire. Deuxième arc donc scénaristique, Cooper que l'on va suivre dans ses tournages à Hollywood, dont on va apprendre que c'est la première incarnation du Vault Boy ou du Fallout Boy. Ce petit personnage avec le pouce levé et souriant, l'emblème de l'univers Fallout, pouce levé d'ailleurs qui est une technique pour mesurer si on est assez loin d'une explosion nucléaire. C'est d'ailleurs ainsi que commence la série, la toute dernière heure, aux tout derniers instants, au moment fatidique du 23 octobre 2077, date de l'apocalypse nucléaire que Cooper verra, ainsi que sa fille, de ses propres yeux. Cooper alias donc la goule, dont l'objectif principal, et on l'apprend à la fin de la saison, est de retrouver sa femme et sa fille dont il n'a plus de nouvelles depuis 200 ans et qui sont elles aussi sûrement dans un abri en train de survivre. Le troisième arc concerne la confrérie de l'acier. Je fais une petite parenthèse, il y a un jeu qui est sorti, Fallout, dont on parle beaucoup moins sur PS2 et Xbox, qui s'appelle Fallout Brotherhood of the Steel, la confrérie de l'acier. Confrérie de l'acier donc, cet ordre religieux mystique avec ses chevaliers en armure dont Maximus, d'abord Larbin, souffre-douleur, va devenir un écuyer et finira par prendre la tête à la toute fin de l'épisode 8 en attendant de retrouver son amour Lucie. Lucie qui vient de découvrir la vérité sur son père, combien c'est un pourri, et sur sa mère réduite à l'état de goule qu'elle va achever elle-même, elle achèvera ses souffrances pour se lancer à la poursuite de son père aux côtés de Cooper dont elle va se découvrir des points communs et d'ailleurs à qui elle sauve la vie durant la série. Et Hank, justement, le père de Lucie, Hank McLean, au cœur de toute cette machination, qui prendra une armure de chevalier de la confrérie pour s'enfuir jusqu'à New Vegas, qui sera sûrement au cœur de la saison 2 et adaptera les événements de Fallout New Vegas, sorti sur PS3, un opus particulièrement apprécié des joueurs, et on peut dire que Jonathan Nolan a l'art du teasing. Ce qui est donc le plus fascinant dans cette série, c'est le temps. Le temps et la manière dont il s'écoule, l'importance du temps dans le scénario, puisque la plupart des personnages étaient là avant l'apocalypse, il y a 200 ans en arrière. Ça nous fait donc énormément de révélations en attente pour les prochaines saisons. Le temps, lui aussi, au cœur de l'arc scénaristique du frère de Lucie, toujours dans l'abri 33, dont elle provient, lui aussi qui a découvert la vérité sur son père, mais condamné à être enfermé dans une capsule de cryogénisation en attendant de se réveiller dans le futur avec les autres survivants, donc un personnage qui lui aussi pourrait traverser le temps dans les prochaines saisons. Vous le voyez, on est sur une série fascinante par la richesse de son lore, et je n'ai même pas abordé la bataille d'Anchorage dont il est fait allusion dans la série, et tous les événements qui ont précédé l'apocalypse nucléaire, qui pourraient être détaillés dans des flashbacks dans les futures saisons. De la SF ultra solide, ponctuée d'un humour noir qui fait du bien, avec un côté gore mais qui reste tout public parce que tellement exagéré que ça n'est pas sérieux, un peu à la manière de Tarantino. Bon alors quand je dis tout public, attention, éloignez les gosses quand même, hein, c'est pas pour des gosses de 6, 8, 10 ans, mais voilà, on n'est pas non plus sur quelque chose ultra choquant. Au final, une adaptation exemplaire, véritable opus indépendant comme le dit Jonathan Nolan lui-même. Cette série est un nouveau jeu Fallout, mais sans l'interactivité du joueur à la manette. Donc en fait, c'est comme si on avait un Fallout 5 ou un Fallout 4.5, mais qui est une série de 8 heures et même qui va durer plusieurs saisons. Un jeu vidéo, mais dont on ne peut pas jouer. Donc c'est comme si on regardait une cinématique, mais avec des personnages différents. Malgré tout, la série n'est pas dénuée de défauts, bien que très très mineurs. On aurait pu facilement abréger l'arc scénaristique de l'Abri 4, où Lucie et Maximus sont faits prisonniers d'un petit groupe de gens qui ont des mutations physiques, un nez au milieu du crâne, une oreille à la place du nez, enfin, ce genre de choses, un mec avec un seul œil. On aurait pu abréger cet arc scénaristique pour, voilà, parce que ça reste un peu ridicule quand même. C'est les seuls moments qui sont en deçà de la qualité d'interprétation, où quelques longueurs se font sentir avec des personnages un peu cringe, mais rien de dérangeant pour le visionnage de la série, je peux vous l'assurer.
malgré tout, il y a un gros défaut. Et ça, je sais que certaines ne seront pas d'accord avec moi, certaines ne partageront pas mon opinion, mais j'insiste là-dessus. La série a été livrée dans son intégralité, les 8 épisodes en binge-watching, ce qui est pour moi une énorme erreur. La série aurait dû être diffusée de manière hebdomadaire, elle aurait gagné en visibilité, comme c'est le cas pour beaucoup d'autres séries. Ça a permis à The Last of Us qu'on fasse parler de lui pendant 2 mois. De lui ou d'elle. Ça a permis à House of the Dragon qu'on regarde les 10 épisodes sur 2 mois et demi. Pareil pour les Anneaux de Pouvoir sur 2 mois. Et chaque semaine, les gens pouvaient en parler, théoriser, commenter, débattre, faire vivre la série. Et là, faire vivre la série dans le cœur des gamers. Or, ici, la hype est évacuée en une seule journée. Les 8 épisodes en binge-watching. Malheureusement, il y a beaucoup trop de séries qui sortent. Donc, une actualité en chasse une autre. Et la série, je pense, va être oubliée du public dans quelques jours, quelques semaines tout au plus, sauf pour les gamers les plus fans qui vont continuer d'en parler. Et donc pour moi c'est une erreur, surtout par rapport à la durée des épisodes. Chaque épisode dure au moins 1 heure et demie pour le premier épisode. Ça aurait été beaucoup plus digeste, maximum 2 épisodes par semaine. Et c'est pour ça que j'ai pas voulu sortir ma vidéo tout de suite, parce que j'ai pris le temps de regarder les épisodes un par un, chaque jour, parfois 2 d'affilée, mais j'ai pris le temps de savourer. J'ai pas essayé de sortir ma vidéo le plus vite possible, parce que de toute façon, les gros youtubeurs sortent leurs vidéos le lendemain, parfois le jour même de la diffusion, je sais pas comment ils font, ils ont que ça à faire, après tant mieux pour eux, s'ils ont que ça à faire. Mais ça n'aurait pas eu de sens que j'essaye de la sortir le plus vite possible, je voulais vous apporter une critique un peu plus nuancée, une petite analyse un peu plus poussée, plutôt que de juste essayer de faire un maximum de vues le plus rapidement et passer à la vidéo suivante. Et j'espère vraiment, mais vraiment j'espère que pour la saison 2, Amazon Prime va changer le mode de diffusion. Enfin, et là c'est indépendant de la qualité de la série, je voulais pousser un petit coup de gueule, un énorme carton rouge pour les publicités sur Amazon Prime qui sont insupportables. Alors déjà, non seulement parce qu'il y a ce chantage de payer si on veut pas de pub, que ces publicités on ne peut pas faire ignorer comme lorsqu'on regarde une vidéo YouTube qu'on peut zapper. Non, non, ici elles sont obligatoires, elles sont longues, et surtout, il y en a 3 ou 4 par épisode, et ça tue littéralement le rythme des épisodes. C'était insupportable quand on découvrait des révélations, boum, de se taper une pub de 30 secondes qu'on ne peut pas passer, et ça casse le rythme des épisodes. Donc moi encore, j'aurais pas gueulé si les publicités étaient obligatoires avant de regarder les épisodes, mais pas au milieu, et surtout pas 3 ou 4 fois. J'ai l'impression de voir des youtubeurs gaming qui font des vidéos d'1 quart d'heure et qui mettent 3 pubs à l'intérieur. C'est insupportable. Et du coup, ça va amener les gens à télécharger la série de manière illégale. Et moi, je paye légalement et je me suis retrouvé à télécharger la série pour éviter les pubs. C'est n'importe quoi. Je conclurai donc en vous disant que je suis beaucoup plus confiant pour les futures adaptations sur Amazon Prime, comme par exemple God of War, maintenant que j'ai vu cette série Fallout, et j'espère que le modèle The Last of Us, qui était un copier-coller, ne va pas prévaloir, mais plutôt le modèle Fallout, qui est une véritable adaptation, avec un scénario original, des personnages originaux qui n'existent pas dans les jeux. Je pense que c'est la meilleure manière de faire une adaptation qui se suffit à elle-même. Comme je vous l'ai dit, dans quelques temps, on se retrouvera, fin de l'année, en début d'année prochaine, lorsque j'ouvrirai ma chaîne Twitch, et on aura l'occasion de faire du Fallout, les uns après les autres, dans l'ordre, et de se replonger dans cet univers lorsque la saison 2 arrivera. Pour ceux qui n'ont pas joué au jeu, eh bien au moins vous aurez eu l'occasion de les découvrir et redécouvrir avec moi. Voilà qui conclut cette vidéo, j'ai hâte de vous retrouver pour de nouvelles adaptations, ce qui va arriver très vite puisque Knuckles, la série live action qui s'inscrit dans la continuité de Sonic 2, le film, avant Sonic 3 à la fin de l'année, eh bien sera diffusée la semaine prochaine, le 26 avril plus exactement sur Paramount+, une série en 6 épisodes que j'ai hâte de découvrir. Sonic est une de mes franchises préférées de mon enfance et au moment où j'enregistre cette vidéo, aujourd'hui même, je me suis acheté un t-shirt Sonic, vous voyez, donc je suis vraiment un fan de Sonic. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la liker, surtout vous abonner à la chaîne, parce que beaucoup de monde regarde les vidéos sans s'abonner. Bien évidemment, c'est pas obligatoire, mais je vous encourage à vous abonner. Et partagez la vidéo. Allez voir la vidéo aussi de mon collègue Toff, Passion Geek, à qui je fais un petit coucou, qui lui aussi a parlé de la série sur sa chaîne. Quant à moi, je vous souhaite une bonne semaine, et je vous retrouve très vite pour d'autres vidéos.
Merci à toutes et à tous, portez-vous bien, et ciao tout le monde.